Bonsoir. Normalement, nous sommes en direct depuis Paris, depuis un cabinet de psychanalyste, au 44, pour 44 minutes que vous avez accepté de partager avec moi autour de votre dernier ouvrage qui s'intitule, et ce n'est pas peu dire, Un peu profond ruisseau. Déjà, c'est beaucoup mieux si je parle près de mon micro pour qu'on entende quelque chose, parce qu'il s'agit de ça. On Oui, entend quelque chose oui. d'un ouvrage. Vous êtes écrivain et psychanalyste. Pour les personnes qui pourront nous suivre a posteriori avec cette vidéo enregistrée, ou les personnes qui nous suivent en direct, qui sont certainement proches de la pensée de Jacques Lacan. En tous les cas, écrivain et psychanalyste, Catherine Millot, vous venez de sortir cet ouvrage, Un peu profond ruisseau, 3 petits points, que moi j'ai lu, qui m'a vraiment... je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose autour de cet ouvrage par rapport à ces rendez-vous du 44. Il n'y en aura pas 44, il n'y en aura que 4. Peut-être que je vous expliquerai après pourquoi. Mais surtout, écrivain et psychanalyste, je me suis aperçu qu'en fait, vous sortiez un ouvrage tous les 5 ans presque, dans la collection L'Infini, la collection de Philippe Solers. Et le dernier, La vie avec Lacan, en 2016. Il ne s'est pas passé 5 ans avant que vous décidiez de sortir cet ouvrage, Un peu profond ruisseau, 3 petits points. Oui. Quelle est votre question à ce sujet? Et comme on s'était dit de ne rien préparer et qu'on allait Oui. naviguer un petit peu tous les deux sur une mer méditerranéenne dont vous parlez aussi. Vous parlez de mer méditerranéenne, il y a plein de possibilités de commencer. Il y en a une première aussi qui m'est venue à l'esprit, je ne sais pas si vous allez valider. On ne s'était pas dit qu'il y aurait déjà un sens. Moi j'étais très intrigué sur votre titre. Votre titre, on le comprend dans la 4e de couverture, effectivement, c'est un titre qui est extrait d'un vers de Mallarmé. Ce vers de Mallarmé. Du tombeau de Verlaine. Le tombeau de Verlaine. Alors, 4e de couverture, il est en entier. Un peu profond, ruisseau, calomnier la mort. Et en couverture, il y a 3 points de suspension. Ah, donc, votre livre, qui est un livre, comme le livre de Mallarmé, mais ce n'est pas une confession, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un poème, c'est un livre. C'est un livre qui transfigure ce poème tombeau. Est-ce que c'est une transfiguration de ce poème tombeau de Mallarmé? Je ne crois pas, non. C'est après coup que j'ai trouvé ce titre. Ça n'était pas d'emblée. Parfois, j'ai déjà le titre avant d'avoir écrit le livre, mais ce n'était pas le cas. J'ai été chercher ce poème que je n'avais pas du tout Oui. en tête. Est-ce que ce poème fait sens pour commencer à parler de cet ouvrage? Ou est-ce que c'est juste ce vers-là qui a résonné pour vous? Ça peut faire sens, oui, bien sûr. D'abord, c'est un tombeau, et il est beaucoup question de mort quand même dans ce livre. Et puis, c'est Verlaine qui est caché dans l'herbe. Et donc, il y a une simplicité, justement, qu'on retrouve dans le vers où il est question de ruisseau. Ce Verlaine caché dans l'herbe, ça m'a beaucoup plu, cette image. Exactement. Et donc, comme on n'est pas dans un salon littéraire, on n'est pas dans la promotion d'un ouvrage dans une librairie, bien que j'espère que vous serez invité dans des vraies librairies, que les gens pourront de nouveau consulter, acheter en bibliothèque, mais surtout pour vous donner un peu la possibilité à des personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent de rentrer dans le poème, parce qu'il s'agit d'un poème, il s'agit d'un poème dans le tombeau. Eh ben, je vous propose de lire ce poème de Mallarmé, Tombeau. Le noir roc courancé, que la bise le roule, ne s'arrêtera ni sous de pieuses mains, tâtant sa ressemblance avec les mots humains, comme pour en bénir quelque funeste moule. Ici, presque toujours, si le remanié roucoule, cet immatériel deuil opprime de main, nubile plie l'astre mûri des lendemains, dont un scintillement argentera la foule, qui cherche, parcourant le solitaire fond, tantôt extérieur de notre vagabond, Verlaine, il est caché parmi l'herbe, Verlaine, à ne surprendre que naïvement d'accord, la lèvre sans y boire ou tarir son haleine, un peu profond ruisseau, calomnier la mort. Voilà d'où vient votre titre, dont vous avez supprimé calomnier la mort, 3 mots en 3 petits points, parce qu'effectivement, il s'agit de pulsion de vie et pulsion de mort dans l'époque dans laquelle nous sommes. Vous partagez dans ce livre
ce que vous avez traversé. On peut parler traversé. Oh oui, on peut parler de traversée, oui. Vous dites directement au début du livre ou en quatrième de couverture, j'ai récemment failli mourir du coronavirus. C'est exactement ça, Catherine Millot. Et donc, vous nous partagez cette expérience, mais de cette expérience, vous allez convoquer effectivement, certainement quelque chose de l'ordre de la psychanalyse. En tous les cas, c'est comme ça que j'ai pu l'entendre, mais également des écrivains. Déjà, les écrivains avec lesquels vous partez lorsque vous êtes hospitalisé. C'est bien ça. Et puis, ce rapport, effectivement, avec la mort. Ce rapport avec la mort qui est là depuis la naissance, si je puis dire, bien évidemment, comme de quelque chose, mais aussi vous allez en parler à travers votre expérience. Est-ce qu'on peut parler d'expérience par rapport à cette traversée du coronavirus? Ah, bien sûr, c'est une expérience, oui. Oui, oui. Je l'ai vécue comme ça, en tout cas. Une expérience métaphysique, pas tout à fait. Pas loin. Une expérience, une expérience spirituelle, on peut dire aussi. Eh bien, nous y voilà. Puisqu'effectivement, on peut vous connaître quand on est lecteur de vos recherches, de vos travaux et de ce qui vous a passionné et qui vous a peut-être porté également en analyse avant de devenir psychanalyste, c'est la relation au mystique. Mais dans l'ouvrage, dans ce que j'ai cru en comprendre, effectivement, il n'y a pas simplement cette traversée de cette maladie et de cette situation qui vous a amené à être hospitalisé, mais également une traversée de ce questionnement métaphysique, de ce rapport avec les mystiques, qui a été légèrement modifié, légèrement bousculé par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre vie, comme une équivoque, à Bruxelles, justement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les 44 minutes au 44 sont nées effectivement d'une équivoque dans un train en destination de Bruxelles. Donc d'un seul coup, il y a des choses comme ça qui font sens dans l'après-coup. Vous évoquez dans votre ouvrage ce passage, cette traversée du coronavirus, comme quelque chose qui a déplacé un rapport fantasmagorique avec les mystiques, si je l'ai bien compris comme ça. Mon rapport au mystique, il est en effet très, très ancien. Il date il y a peut-être une cinquantaine d'années. Et j'ai beaucoup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et abordé à partir de mes différents livres sous des angles tout à fait différents d'ailleurs, les uns des autres. J'ai tourné autour de quelque chose. J'ai tourné autour, en particulier, ça pouvait prendre la forme d'une poursuite de l'anéantissement. Si je prends par exemple celle qui était pour moi une des mystiques les plus emblématiques, la mystique modèle pour moi, c'est Madame Guyon. Et l'intérêt chez elle, c'est que c'est une femme du XVIIe siècle qui est donc plus proche de nous que d'autres plus anciennes et qui a raconté, qui a écrit sa vie et donc raconté par toutes les étapes par lesquelles elle est traversée, elle est passée dans cette ascèse dans laquelle elle s'est engagée, qui était une ascèse mystique sous la direction d'un directeur spirituel. C'était quelque chose de très, très cadré et de très réglé, et c'était toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour s'anéantir. Et elle est allée, elle décrit cet aboutissement, cet anéantissement qui débouche sur quelque chose qu'elle a appelé la vie parfaite. Et bon, ça j'en ai parlé justement dans la vie parfaite. C'est quelque chose, cet itinéraire de Guyon qui m'est toujours resté. Je veux dire, quand je l'ai découverte, d'ailleurs un peu sur le tard par rapport à mon intérêt pour un mystique comme Maître Eckhart qui est très ancien, Madame Guyon, c'est plus récent. Ça ne date que d'une vingtaine d'années, disons. Et voilà, donc effectivement, cette question de l'anéantissement, en somme, j'y reviens
par le biais d'une interpellation d'une auditrice qui était présente lorsque je suis venue à Bruxelles pour parler de Aux Solitudes. Et là, dans ce livre, il était question au fond, on pourrait dire de la joie de disparaître dans la contemplation de la nature, enfin aussi de l'émotion, d'avoir un rapport à une nature qui peut vous détruire. C'est-à-dire, en fait, je touchais à quelque chose qu'on trouve chez Kant en particulier, concernant le sublime, mais c'est quelque chose que j'avais très concrètement, je peux dire, vécu lors de ma fréquentation des îles éoliennes, qui sont des îles volcaniques. Et ce sont des îles où quand on se baigne, enfin, on voit des fumerolles, enfin, il y a des endroits où c'est chaud, enfin, on a l'impression d'être au-dessus de la croûte terrestre qui peut toujours faire place à une éruption volcanique. Enfin, donc c'est cette idée ce qui était si sensible de cette beauté, de cette mer Méditerranée, et en même temps, enfin, liée à cette destructivité potentielle de la nature. Et c'est ça que cette interlocutrice donc de Bruxelles avait souligné, c'est que dans ce livre, il lui semblait que l'autre au sens, enfin, avec un grand A, comme chez Lacan, que cet autre était potentiellement destructeur, qu'il y avait. Et ça m'avait frappé parce que je ne l'avais pas perçu comme ça, et surtout que ça déplaçait la question, c'est-à-dire d'une volonté d'anéantissement qui correspond au parcours des mystiques à la question d'un autre qui pourrait vouloir la destruction, ou en tout cas comporter la destruction de soi. C'était un renversement de perspective. Et voilà, ça m'a, je peux dire, travaillé, je peux bien le dire, jusqu'à ce que j'ai écrit ce petit livre, pendant 10 ans, et je ne savais pas comment, parce que j'ai réalisé, enfin c'est ce que je résume dans ce livre, mais je ne savais pas par quel bout l'aborder, parce que j'avais envie de témoigner de ce que ça m'avait apporté sur le plan de mon analyse personnelle, enfin, cette intervention, qui était comme une interprétation, en somme. J'avais envie d'en témoigner, en fait, de pouvoir en témoigner auprès de mes lecteurs. J'avais ce souci, comme ça, de pouvoir en quelque sorte, je dirais pas conclure forcément, mais de pouvoir apporter en tout cas un éclairage sur ce que j'avais fait jusqu'alors, et enfin, pour les lecteurs qui s'étaient intéressés à mon travail, en fait. Donc, enfin, mais je ne savais pas par quel bout l'empoigner, si je puis dire. Et puis, j'ai eu affaire à ce dont je parle aussi dans ce livre, dans la 3e partie, à une mère qui est devenue grabataire, qui perdait un petit peu la tête, qui était très difficile à gérer, enfin, et donc qui s'approchait. Quand elle est devenue grabataire, quand elle est tombée, elle s'est fait une fracture, elle est restée alitée par la suite. Elle avait 97 ans. Donc elle est morte d'ailleurs il y a seulement 2 mois. Quand j'ai terminé le livre, elle était encore en vie. Donc cette mère qui s'approchait de la mort, cette mère qui perdait tous ses moyens, on peut dire, ses moyens physiques et petit à petit ses moyens mentaux, c'était aussi ça une expérience assez saisissante. Et il m'a semblé qu'il fallait que j'articule les deux. Enfin, mais je ne voyais pas le moyen de le faire aussi. Je n'arrivais pas à trouver le biais. Et cette expérience du coronavirus, et le fait d'avoir failli mourir, j'ai toujours envie de mettre des guillemets, parce qu'on ne sait jamais si on a failli mourir vraiment. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu besoin de traitements trop invalidants. Enfin, je m'en suis tiré, je vais dire, de justesse. Mais, donc c'est cette expérience-là qui m'a
qui a débloqué la situation pour moi et qui m'a permis de reprendre à la fois ce que cette intervention de cette auditrice m'avait ouvert du côté de mon analyse personnelle, et puis c'est aussi cette expérience tout au long comme ça de ce déclin de ma mère. Effectivement, c'est ça dont il s'agit dans cet ouvrage. C'est assez surprenant. Ça me semble même essentiel, et pas que pour le milieu analytique, parce qu'effectivement, ce que vous articulez sur ce rapport au virus, et Lacan a convoqué plusieurs fois la question du virus, et particulièrement dans la 3e à Rome, où vous étiez à ses côtés. Et je trouve que là, on entend votre écriture et de quelle manière vous avez réussi à nouer quelque chose pour ceux qui ont envie d'en entendre quelque chose, de cette situation aussi, de cette subjectivité contemporaine, où vous n'avez pas peur de convoquer effectivement le sublime et cet anéantissement à travers une pulsion de vie par rapport à une pulsion de mort. Et donc, ce que je peux vous proposer également, c'est de lire quelques petits passages de votre ouvrage, non pas pour illustrer, mais pour accompagner et voir là où ça nous mène, effectivement, entre écriture en tant qu'écrivain, auteur, et psychanalyse en tant que psychanalyste. En réanimation à Cochin, la sérénité qui m'habitait devait-elle quelque chose à un tel sentiment? En tout cas, comme le héros d'Edgar Poe, le danger de mort que je courais ne m'avait pas empêché d'être sensible à ce que pouvait avoir de sublime ce virus, cet être infime qui avait mis à genoux la planète. L'humanité tout entière était sous le coup de la menace que faisait régner ce coronavirus si bien nommé. C'était grandiose. Que la nature ne se soucie pas de nous devenir plus tangibles que jamais. Que la nature ne se soucie pas de nous devenir plus tangibles que jamais, indifférente à notre anéantissement dont elle ne jouit même pas. Nietzsche avait eu cette formule parfaite pour la qualifier, l'indifférence muée en puissance. Ce qui est assez extraordinaire dans ce livre, et on s'est parlé un petit peu, on se retrouve en direct, comme ça, sur ce groupe Fondation de la psychanalyse, qui intéresse des gens à la psychanalyse. C'est pas une confession, cet ouvrage, c'est pas un livre de méditation, ce n'est pas un roman, c'est un livre, voilà, dans lequel vous convoquez effectivement des écrivains qui vous ont accompagné. Et donc il y a quelque chose dans votre expérience et votre traversée de cette maladie, parce que vous vous retrouvez comme un Cochin, hein, et quand vous dites entre guillemets et aussi frôler, c'est qu'effectivement la maladie vous a atteint d'une manière pas du tout anecdotique, pas du tout symptomatique, mais effectivement plus que phénologique. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est cette question et ce rapport à la mort qui vous a permis d'élucider, d'éclairer ces 10 ans de réflexion depuis Bruxelles. Non, c'était déjà là. Enfin, ce que j'ai développé dans la seconde partie, c'était... disons que je l'avais travaillé psychiquement, et c'était clair. Mais c'est cette expérience qui m'a permis de rendre, comment je pourrais dire, ça m'a fait un nœud. Ça m'a permis de faire un nœud, je pense. Vous avez parlé de topologie tout à l'heure, c'est un peu comme si j'avais pu faire mon nœud broméen, entre la maladie, entre l'analyse, disons, le parcours analytique, le parcours analytique comme étant aussi ce qui s'était passé dans mon parcours d'écriture, c'est-à-dire dans la série des livres que j'ai publiés, je ne parle pas de ceux d'avant, mais de tous les livres que j'ai publiés dans la collection L'Infini, à partir de 91, c'est-à-dire il y a 30 ans, ça avait le même sujet finalement. Enfin, et c'est un fil en somme que j'ai tiré pendant ces 30 années, et disons que le point d'aboutissement de ce fil, c'est ce que j'ai dégagé là dans cette deuxième partie de ce livre. Exactement, que je dirais presque Kant avec Sade. Mais bon, ça ferait une trop grande référence, mais j'ai bien une convocation de Kant avec Sade, avec un autre philosophe entre. Mais avant, tout au début, moi j'y entends de la topologie dans votre texte.
sur la balance, il y avait aujourd'hui, d'un côté, Ça, c'est à Cochin, quand je suis à Cochin. la vie ronde, la vie confortable et préservée, dont je pouvais me dire satisfaite, le rond suggérait quelque chose de plein, et de l'autre, l'ouverture illimitée de cette exposition à la mort comme une sphère retournée. L'exposition à la mort comme une sphère retournée, si c'est pas quelque chose de l'ordre de la topologie. Si, oui, oui. Bien sûr, non, c'était, je l'ai pensé comme ça. Voilà, c'est comme ça que je l'entends également. C'est-à-dire qu'effectivement, vous nous parlez de psychanalyse, mais vous nous parlez de votre analyse, vous nous parlez de votre pratique et de votre expérience, et non pas d'une théorie qui pourrait s'appliquer sur la situation actuelle pour en faire un best-seller ou pour en raconter quelque chose d'anecdotique. Il n'y a rien du tout d'anecdotique, les mots sont pesés, tel le souffle, pour garder la vie face à la pulsion de mort, et vous êtes, je dirais... il y a une forme d'authenticité dans ce que vous nous dites d'avoir traversé, effectivement, à Cochin, dans votre rapport avec le personnel soignant. Et je l'ai lu tout à l'heure, peut-être que les gens ne l'ont pas entendu, mais vous parlez d'une beauté du virus. Moi, j'ai une question. Alors, on a Une beauté une beauté du virus. Je reprends la... ça m'étonne. Alors, beauté... Alors, ah oui, excusez-moi, c'est pas beauté. Mais là, on est directement dans la partie du milieu, effectivement, de votre ouvrage, hein, sur la question du sublime. Exactement. Ce que pouvait avoir de sublime ce virus. Ah, de sublime, oui. Excusez-moi, pas beauté, effectivement. Oui. De sublime ce virus. Alors, une question, pourtant, comme je vous l'ai dit, on n'est pas... Donc, il y a quelqu'un qui nous met une remarque, une psychanalyste, et effectivement, je ne peux pas dire sa remarque, elle met en direct, que moi je lis sur Facebook, mais je pense qu'il est de ça aussi. Mais je garde cette question, on a encore un petit peu de temps ensemble. Mais je vous ai dit, on n'est pas dans un salon littéraire, mais vous convoquez les écrivains parce que vous êtes une grande lectrice, effectivement. Mais en 2001, Stockhausen avait parlé d'une forme, c'est pour ça que l'idée, pas d'idée, je suis allé trop vite dans ma pensée, Stockhausen avait parlé de ce qui s'était passé, de cette catastrophe de 2001, de ces attentats, comme quelque chose de, un peu de beauté, d'une œuvre d'art ultime. Et dans votre ouvrage, à un moment donné, vous parlez aussi d'une autre catastrophe, vous parlez de la catastrophe de Tchernobyl. Et qu'à un moment donné, lorsque vous vous êtes confronté à la maladie, vous avez l'impression que c'est Tchernobyl. Voilà, donc Tchernobyl, Fukushima... J'ai l'impression d'être aussi radioactive que les gens exposés à Tchernobyl, hein, c'est ça. C'est-à-dire quand je voyais les soignants qui étaient recouverts il y a de la surblouse, le masque, les lunettes, la charlotte sur la tête, enfin plus encore, par-dessus le marché, ils rajoutaient souvent encore autre chose. C'était quelque chose de sidérant, de proprement sidérant. Oui, parce que... On se disait qu'on était effroyablement dangereux. Aussi. Et nous le sommes toujours. Nous le sommes toujours, Catherine. Nous sommes toujours dans une situation où le virus est là et la situation est toujours dangereuse. Et c'est pour ça que je trouve que votre ouvrage, en tant qu'écrivain et psychanalyste, est fortement important. Parce que au-delà du milieu littéraire ou lecteur ou analysante, psychanalyste, je trouve qu'il en dit quelque chose de cette situation, voilà, de cette subjectivité contemporaine, dont Lacan parlait aussi un petit peu aussi sur la question de la pratique analytique et du virus. Mais Tchernobyl. Et juste avant également, vous avez une remarque, vous parlez, c'est sans note, hein, mais il n'y a pas de mauvaises et bonnes réponses, vous le savez, surtout dans un cabinet de psychanalyse, mais vous dites la psychanalyse comme un métier dangereux. Tout au début, effectivement, de l'ouvrage. Voilà. Parce que vous évoquez aussi... Un métier, non pas dangereux, un métier à risque. Exactement. Oui. Un métier à risque, parce que vous évoquez la possibilité de serrer la main de vos patients, Voilà. Vous évoquez aussi ces échanges à travers ce téléphone portable lorsque vous êtes à l'hôpital, où effectivement vous avez des analysantes ou des analysants qui prennent... de mes nouvelles. De vos nouvelles, voilà. L'air de rien, j'évoque ça parce que vous donnez une dimension aussi à ce qui, pour certaines personnes, reste totalement obscur de qu'est-ce que c'est que la pratique d'un psychanalyste, qui serait soit une technique passéiste ou quelque chose coupé, je dirais, d'une forme d'humanité.
humanité entre guillemets. On ne veut pas convoquer Heidegger ce soir sur ces sujets-là et sur la vision humaniste. Mais il y a toute cette dimension vivante que vous nous transmettez qui est assez fascinante. À quel moment, effectivement, ça s'est noué, ce questionnement qui était arrivé à partir d'une équivoque à Bruxelles? C'est après votre sortie de l'hôpital? Oui, c'est après. Mais j'ai commencé à écrire. Ça s'est fait. Je veux dire, souvent quand je commence à écrire quelque chose, c'est d'une certaine façon, sans l'avoir décidé, ça se fait. Il y a un moment donné où ça se fait, où je m'y mets, sans très bien savoir d'ailleurs où je vais souvent. Et là, j'ai commencé à écrire. Bon, je suis tombé malade à la mi-mars de l'an dernier. Je suis sorti de cette clinique dont je parle le 4 avril et fin mai, j'avais retrouvé mon souffle, mais j'étais encore fatigué, j'avais des coups de pompe, j'avais diminué le nombre de séances avec mes patients, par exemple, pour pouvoir dormir l'après-midi ou des choses comme ça. Et fin juin, j'étais tout à fait rétabli. Et je crois que j'ai commencé, je ne sais plus très bien, mais il me semble que j'ai commencé à écrire ce livre tout d'un coup, début juillet. Et enfin, je l'ai écrit en juillet-août. C'est aussi parce que ce sont des périodes de vacances où on a plus de temps. Mais bon, enfin, je m'y suis mise. Et je m'y suis mise, sachant, enfin en tout cas, que ça comporterait ces 3 parties. C'est-à-dire que j'avais fait mon nœud. Il y avait déjà 3 parties. Voilà. Oui. Et on peut en dévoiler quelques-unes dans un sens ou dans un autre. Hein. D'extrogir ou les jovir. On peut partir de la fin ou revenir au début. Hein. C'est pas un ouvrage qu'on peut... C'est un ouvrage qui est linéaire. On le prend du début jusqu'à la fin. Mais on peut en entendre quelque chose de la partie 3 ou de la partie 2 ou de la partie 1, si on les considère comme des parties. Oui, on peut effectivement, d'une certaine façon, ça peut se lire à part, oui. Mais en même temps, dans le mouvement, enfin, il y a quelque chose qui résonne dans ces 3 expériences, je peux dire, l'expérience du coronavirus, l'expérience de l'écriture aussi, du rapport entre l'écriture et l'analyse, parce que c'est ce que j'ai en somme expérimenté et travaillé. C'est ça pendant ces 30 ans, c'était une sorte là aussi de nouage, une sorte de nouage entre l'écriture et l'analyse. C'est un tissage plutôt entre l'écriture et l'analyse. Et puis la 3e partie étant l'expérience de ce déclin de ma mère, c'est-à-dire de ce qui, je dirais pas de ce qui nous attend tous, parce que on peut mourir plus jeune, enfin, comme d'ailleurs j'ai failli mourir avant elle. Elle venait d'avoir 500 ans, et moi dans la semaine, c'était le moment où j'ai failli y passer. Et donc c'était aussi quelque chose d'assez saisissant, ça. Voilà. Écriture et écriture analytique. C'est vrai que souvent ça résonne différemment en fonction des écoles, des communautés, mais dans votre ouvrage, vous le dites clairement et puis vous donnez des exemples. Par exemple, vous convoquez Beckett. Et il y a ce passage que... Je vais couper la phrase, je vais prendre simplement sur la page du haut et j'invite les gens à acheter l'ouvrage pour commencer sur le début de la phrase. Mais Voie du dépouillement. Vous parlez de Beckett et de son rapport à la psychanalyse. Voie du dépouillement, elle est très efficace et il eut la chance de rencontrer Bion, analyste alors débutant, assez humain et original pour lui convenir. Comme quoi, peut-être que pour être psychanalyste, débutant, humain, original, c'est pas mal. Encore un 3. Il alla le voir, il s'agit de Beckett. 3 fois par semaine pendant presque 2 ans et on s'en trouvera bien. Il y gagna une vie au moins tolérable, entre guillemets, une vie au moins tolérable, et de comprendre à quel point il serait perdu s'il était privé de son incapacité.
il lui en resta suffisamment pour accomplir une œuvre tout entière sur le fil de ce rasoir. Et donc là, bien évidemment, il ne s'agit pas de soigner et de tout régler. C'est bien de ça dont vous nous faites sentir. Voilà. Oui, oui. Et d'en tirer une expérience. Quelqu'un qui est une collègue a mis en commentaire sur ce direct sur Facebook, c'est comme une expérience de la passe. Bien évidemment, j'y ai pensé aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi j'ai l'impression que j'avais déjà fait une expérience comme celle de la passe quand j'ai écrit Abîmes ordinaires. Ça date d'il y a 20 ans. Et peut-être que ça, c'est un complément à Abîmes ordinaires, ce que j'ai écrit cette fois-ci, donc 20 ans après. Mais c'est dans le fil. Il y a eu Bruxelles. Il y a eu Bruxelles. Oui. Il y a eu Bruxelles et puis il y en a eu, enfin, entre les deux, il y avait eu aussi mon travail sur les mystiques, sur Madame Guyon, et puis aux solitudes aussi, mais qui était un peu qui était dans le fil. Enfin, disons que j'avais eu ce sentiment peut-être d'être dans un moment de passe, en tout cas au moment d'Abîmes ordinaires. En tous les cas, dans Un peu profond ruisseau, il y a quelque chose d'autre. Il n'y a pas que ça. Et oui. C'est vraiment cette rencontre, ce nouage des trois, du virus, on peut l'appeler comme ça, de votre recherche sur les mystiques, on peut l'appeler comme ça aussi, de quelques décennies. Et un peu à la fin, vous nous donnez les clés. Donc il n'est pas question de donner toutes les clés, il est question à ce que chacun puisse en faire sa lecture, bien évidemment. Mais un peu à la fin, vous nous dites, dans cet ouvrage, vous écrivez « Peut-être le désir le plus fort était-il ici le désir de réduction, de retranchement de tout superflu, de dépouillement des affects et du pathos, d'assèchement précisément, un désir de simplification en lequel se serait transformé l'ancien désir d'anéantissement. » L'ancien désir d'anéantissement, c'est le rapport au mystique. Et là, il s'est transformé. C'est une question. Il faut dire que ce désir de réduction, dont je me suis aperçu que je l'évoquais déjà dans Abîmes ordinaires. Donc, enfin, c'était déjà présent cette idée pour moi il y a 20 ans. Je ne sais pas trop qu'en faire. C'est certain que c'est à l'œuvre dans l'analyse. C'est certainement dans mon désir comme analyste. Certainement. C'est ça qui est passionnant. En tout cas, moi, c'est ça qui me questionne. Et en plus, comme ce 44 minutes au 44, ça me permet d'avoir une dédicace de vous par rapport à d'autres ouvrages dont j'ai déjà une dédicace, c'est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas question de donner une réponse. Voilà, votre ouvrage ne donne pas une réponse. Ce n'est pas un guide de survie par rapport au virus. Ce n'est pas non plus un nouveau livre de théorie... on va dire lacanienne, sur la subjectivité contemporaine de la pandémie planétaire que nous traversons, bien que, bien évidemment, dans la troisième, Lacan parle de virus. Mais sur ce rapport entre écriture et psychanalyse, j'ai entendu, et je vais proposer de lire un petit passage aussi, qui est à la suite de ce passage que je viens de lire, où vous êtes totalement limpide sur cette passerelle, sur cet échange, sur ce dialogue, sur ce, peut-être pas transfert, mais en tous les cas... de cette connexion, de cette résonance entre l'écriture et votre pratique de psychanalyste. Cette mise à nu est bien ce qui s'opéra à la suite de l'entrevue de Bruxelles, où m'avait interpellé mon interlocutrice. J'avais trouvé la réponse que je cherchais depuis si longtemps dans ce verdict de mort inaugural et, par là, épuisé le sens de ma quête. Si bien épuisé qu'écrire s'était vidé de mon sens, j'ai perdu mon moteur de recherche, me disais-je. Et je savais beau me dire qu'il me fallait au moins boucler cette affaire, transmettre la manière dont elle s'était résolue, cela n'arrivait pas à prendre forme. C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, sur... Est-ce qu'il est possible de repréciser, Catherine ? Sur justement ce qui s'épuise, de ce qui s'est épuisé, alors, de ce qui s'est... C'est pour ça que je parlais de transfiguration au début. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'était de la difficulté que j'avais à trouver le biais pour témoigner de ce que j'avais découvert, cette découverte analytique,
ou de ce tissage entre écriture et analyse. Mais là, ce que vous venez de lire, ça souligne autre chose qui était effectivement ce à quoi j'étais confronté, c'est que du coup, d'avoir trouvé la clé, c'est comme si ça, justement, comme si ça avait épuisé ma démarche dans l'écriture, et comme si, de cette façon, je n'avais plus rien, non pas plus rien à dire, puisque j'avais encore à dire comment ça s'était passé, mais plus rien à chercher. Et ça, tous les livres que j'ai écrits, en fait, c'était une quête, c'est une recherche. C'est-à-dire, je cherchais, quand je lisais des auteurs, je cherchais quelque chose chez eux, je cherchais la clé de ce qui me concernait, je la cherchais chez eux, et dans la mesure où j'avais trouvé quelque chose qui faisait écho pour moi, dans telle ou telle œuvre, ça a toujours été le cas de tous les auteurs dont j'ai parlé, et là, ça ne marchait plus, ça. C'est-à-dire, et du coup, je me dis aussi, je ne tombais plus amoureuse des auteurs, des écrivains que je pouvais lire, et je ne pouvais plus m'embarquer comme ça, comme j'aurais pu le faire, et de façon très jouissive, je dois dire, pendant longtemps, comme ça, avec un écrivain et puis l'autre. Là, ça ne marchait plus. Alors, il y en avait pour lesquels, je cite d'ailleurs, pour lesquels j'étais rempli d'admiration, que je pouvais même lire, comme par exemple Ernst Jünger, j'ai presque tout lu d'Ernst Jünger, Dieu sait s'il a écrit. Tellement j'avais été fasciné par Orage d'acier. Mais non, il y avait au fond, il n'y avait rien là qui me faisait énigme et à partir de quoi je pouvais poursuivre ma propre énigme, le déchiffrement de ma propre énigme. Mais ce que j'indique, c'est que ces auteurs qui me captivaient, comme il y avait Ernst Jünger, il y avait aussi un livre que j'ai adoré, qui était L'Odyssée de l'endurance de Lord Shackleton, c'est une histoire pour les garçons là plutôt, c'est une histoire d'aventure, c'est presque pas la découverte du pôle sud, mais disons c'est une extraordinaire aventure où ils ont failli justement aussi tous mourir, enfin, il y en a quelques-uns qui sont morts d'ailleurs dans cette affaire, mais ce livre je l'avais trouvé merveilleux. Et puis il y avait aussi une femme dont j'ai énormément aimé les livres aussi, c'est Evgenia Gainsbourg, qui est avec le ciel de la Kolyma, c'est le plus beau, et ça m'a donné d'ailleurs une intense envie d'aller en Sibérie, où d'ailleurs j'ai commencé par un voyage, par un retour, parce que j'y suis allé plusieurs fois à Moscou, et puis j'ai commencé à me dire que l'année d'après, et c'était justement l'année du virus, donc je n'ai pas pu y aller, mais l'année d'après, j'avais l'intention de préparer un voyage en Sibérie, et je m'étais remise à faire du russe, parce que j'en ai fait autrefois, assidûment dans la perspective de ce voyage qui évidemment n'a pas pu se faire, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que ça sera possible. Et alors, je me suis aperçu après, donc, en effet, ces auteurs, ce dont ils témoignent, c'est d'un courage, c'est un courage et d'une force de vie. C'est-à-dire tout l'opposé, finalement, des mystiques qui m'avaient intéressé par leur capacité de s'anéantir. Là, c'était le courage d'échapper à la mort, enfin, dans ces trois cas. Donc voilà, c'est assez... mais au fond, c'est comme si il me semblait que c'était moins énigmatique d'avoir le courage d'échapper à la mort que de rechercher son anéantissement. Je n'en suis plus si sûr aujourd'hui, parce que je trouve que la pulsion de vie, elle est aussi énigmatique que la pulsion de mort. C'est ce que d'ailleurs je dis à un moment donné. Vous le dites, mais on laissera vos lecteurs le découvrir. Mais un petit passage justement sur ce... Vie, corps, mort.
On ne va pas faire de théorie lacanienne ce soir. On n'a pas assez de temps. Mais Vie, corps, mort aussi, c'est un ouvrage qui rappelle Rome et la troisième, dans lequel Lacan convoque les virus. Mais au milieu de votre ouvrage, vraiment, vous nous écrivez, vous nous dites, les facultés intellectuelles, comme les facultés physiques, ont besoin d'être exercées pour être conservées en bon état. C'est à un tel but que répond le sublime. Si le travail ordinaire s'effectue par les organes les plus grossiers, une forme de terreur est liée à l'exercice de ces organes les plus fins, c'est-à-dire les organes spirituels. On n'est pas très loin de la boucle. L'homme a besoin de terreur, l'homme a besoin d'avoir peur, voilà. Il a besoin de souffrir, il a besoin pour conserver son intellect en état. Exactement. C'est ce que dit, alors lui c'est pas du tout kantien, mais c'est un contemporain ou un peu antérieur à Kant d'ailleurs, c'est Burke, lui c'est un empiriste, c'est un anglais, et je le trouve merveilleux. Vous nous en parlez entre Kant et Sade dans votre ouvrage dont nous parlons ce soir. Et donc vous continuez, en somme, selon lui, l'être humain a besoin physiquement et psychiquement de la douleur, de l'horreur et de la terreur, pourvu qu'elle ne soit pas réellement nocive. C'est-à-dire que la douleur n'aille pas jusqu'à la violence et que la terreur, entre guillemets, ne s'attache pas à la destruction actuelle de la vie. Ce qui est sublime nous fait éprouver une sorte d'horreur délicieuse, une sorte de tranquillité teintée de terreur, qui doivent leur intensité à la mise en jeu de la passion la plus forte, celle de la conservation de soi. Aucune ambiguïté sur votre pulsion de vie, Catherine Millot. En tous les cas, on l'entend dès qu'on ouvre toutes les pages de cet ouvrage, même s'il n'en fait qu'à peu près 90. Mais il est d'une intensité et je trouve nous donne des clés de réponse qui étaient bien évidemment dans votre parcours, dans les ouvrages précédents, mais là qui me semble vraiment nécessaire. Et donc vous avez une phrase à propos de Lacan qui n'est pas entre guillemets, qui m'intrigue. Vous dites, Lacan disait, la beauté est le voile de la pulsion de mort. Oui. Oui, ça, il me semble qu'il l'a dit même plusieurs fois. Mais cette phrase, comment résonne-t-elle par rapport à vous? C'est juste, ça sera sur cette conclusion-là, Catherine, c'est pour ça. C'était mon expérience des îles éoliennes. Exactement. C'était la beauté de la mer, du soleil, des îles et tout ça, de cette nature extraordinaire, et qui voilait une destruction toujours possible, c'est-à-dire qui pouvait survenir comme une éruption volcanique, comme ce qui se produisait d'ailleurs régulièrement à Stromboli. Enfin, à Stromboli, c'est toutes les 10 minutes. Mais il y en a de plus fortes. Et il y en a qui sont assez violentes et assez importantes pour provoquer des petits raz-de-marée, des sortes de petits tsunamis. C'est-à-dire que c'est l'île où j'ai été très souvent, qui était l'île de Panarea, ils ont eu une l'onda profonda, comme ils disent en italien, qui a submergé heureusement que c'était l'hiver et non pas l'été où il y avait plein d'estivants, et qui a submergé le port, et les gens n'ont eu qu'à se réfugier à toute allure dans les étages de la maison. Eh bien voilà, merci Catherine Millot d'avoir participé avec nous sur ces 40 minutes au numéro 44 à Paris. Et merci pour votre invitation. Moi, je invite toutes les personnes qui peuvent acheter, offrir votre ouvrage et vos autres ouvrages à les lire, parce que je pense que celui-ci est vraiment fondamental pour l'époque que l'on vit. Merci beaucoup Catherine, portez-vous bien.